Alors on va partir effectivement sur une nouvelle table ronde. Je demande aux experts de l'autre table ronde de venir nous rejoindre. En introduction, pendant qu'ils vont monter sur scène, c'est un état de la désaturation, une sorte d'état des lieux qu'on va faire. D'Aldan à Workman, puis à Bullman, plus de 100 ans sont passés. Il y a eu la notion des bulles silencieuses, avec Spencer en particulier, puis on est arrivé aux algorithmes multiples de la décompression. On a parlé du phénomène bullaire, mais on a aussi la théorie des noyaux gazeux préexistants. Aucun modèle de décompression ne peut prévenir tous les risques d'accidents de décompression. 80% des accidents de décompression sont sans faute de procédure. Facteur humain, donc. Tous les plongeurs ne sont pas égaux physiologiquement, c'est comme ça. Vis-à-vis de la désaturation, et pour une même plongée, la sensibilité varie d'un jour à l'autre, et d'un plongeur à l'autre, et d'un jour à l'autre. Pour vous parler de l'état actuel de la désaturation en plongée loisir et sportive, nous avons invité plusieurs experts. Donc en tant que modérateur, il y aura Greg Poirier, le président de la Commission technique nationale, et moi-même. Et en tant qu'expert, nous avons donc invité le professeur Jean-Éric Blateau. Alors le professeur Jean-Éric Blateau est professeur agrégé du Val-de-Grâce. Il est chef du service de médecine hyperbare et d'expertise de plongée des armées. C'est lui le responsable du caisson hyperbare de Sainte-Anne-à-Toulon. C'est un ancien président de la Société française de Metsubip. Nous avons Jean-Pierre Imbert, DiveTech, expert international, en plongée profonde, ingénieur de formation et un des spécialistes de la plongée commerciale et militaire. C'est d'ailleurs lui l'étable MT92. Nous avons notre confrère Bruno Grandjean, qui est médecin fédéral national et qui sera à nouveau médecin fédéral national pour l'Olympiade qui vient, ancien chef de service de médecine hyperbare d'Ajaccio et aussi ancien président de la Société française de Metsubip. Nous avons Jo Vrigens, délégué national des SCA de notre fédération, instructeur national et ancien président de la commission technique. Donc nous avons un ensemble de questions que nous allons proposer donc à nos experts. Toujours pareil, même règle. Nous avons maximum 5 minutes à chaque question. On va essayer de tenir le rythme. Donc première question qui va être posée à Bruno. Bruno, les accidents de décompression sans faute de procédure, c'est donc 80% des cas. Quels en sont les principaux facteurs favorisants donc? Alors déjà, quand on dit... Bonjour à tous, oui. Quand on dit 80%, je pense qu'on est peut-être même en dessous de la vérité. Si j'en juge ce que l'on traite par exemple sur la région Corse, où cette année, ça a été 100% d'accidents avec respect de procédure. Bon. La deuxième observation que l'on peut faire, c'est qu'en fonction des années qui se suivent, on a vu cette proportion augmenter progressivement. Il y a quelques années, enfin quand je dis quelques nombreuses années, quand je faisais la fameuse enquête nationale sur les accidents de plongée de la Fédération, j'annonçais 60%. Aujourd'hui 80%, peut-être un peu plus, donc il y a un problème. Quand j'ai commencé à traiter de l'accident de plongée, donc dans les années 80, on va dire, oui c'est ça, oui, 80, bien sûr qu'il n'y avait pas autant d'accidents. Actuellement, si on tient compte des décédés, on va dire à peu près 400 par an. Sur la région Corse, on est maintenant à peu près à 30-35, et c'est ma référence. Dans les années 80, c'était 7, maximum 10. Sauf que ces 10 accidents-là, c'était vraiment des accidents sur ce qu'on appelle des cartons, c'est-à-dire des fautes de procédure avérées, il n'y avait pas de souci, on ne se posait pas de questions pour savoir s'il y avait des facteurs favorisants, des facteurs comportementaux, etc. Aujourd'hui, 80% d'accidents avec respect de procédure. Techniquement, la plongée était bien faite, les procédures s'améliorent, c'est plutôt bien, avec des artifices de calcul dedans, d'accord ? Mais si on a des accidents alors que les procédures s'améliorent, ça veut dire qu'il y a autre chose derrière. Et cette autre chose, c'est ce qu'on appelle effectivement les facteurs favorisants. Alors ces facteurs favorisants, moi j'ai l'habitude, lorsque j'en parle, de les classer en deux groupes. Les facteurs comportementaux et puis le facteur humain, les facteurs individuels. Les facteurs comportementaux, ben vous les connaissez tous, hein, je pense que je ne vais pas vous apprendre grand-chose, tous les moniteurs en particulier, puisque vous l'enseignez. C'est la plongée profonde saturante qui nécessite des paliers. Alors, Jean-Henrique le dira, bon, probablement à l'occasion, oui. Autant des plongées qui vont jusqu'à 30 mètres, on maîtrise à peu près bien, je veux dire, les procédures de désaturation.
Autant au-delà et surtout à partir de 40, c'est un petit peu plus aléatoire. Le risque de survenue d'un accident est beaucoup plus important. Voilà. Alors, donc plongée saturante, profonde. Il y a bien sûr ce que vous connaissez aussi comme étant accidentogène, dont on aura l'occasion également de parler, c'est le yo-yo. Et puis, bon, je regrette encore une fois d'appuyer là où ça fait mal, mais les procédures de désaturation, elles sont à peu près maîtrisées dès lors qu'on fait 2 plongées par jour. Que penser de 3, voire 4 plongées par jour, quand ce n'est pas 5, quand on fait la plongée de nuit. Là, il y a vraiment un problème. Voilà. Donc, dans ces principaux facteurs comportementaux, il y a ça, bien sûr, mais il y a aussi toutes les, les anomalies que l'on pourrait, sur lesquelles on pourrait beaucoup parler. Je veux dire, c'est la montée en altitude. C'est aussi un gros problème. Voilà. Et puis, derrière ça, il y a à côté donc, les facteurs individuels. Dans ces facteurs individuels, moi je les classe en 2 catégories, ceux que l'on peut modifier, puis ceux pour lesquels on ne peut rien faire. Ceux pour lesquels on ne peut rien faire, malheureusement, et c'est aussi une observation que l'on peut faire, au-delà de 40 ans, le risque de survenue d'un accident de désaturation est multiplié par 2. Quand on observe la population vieillissante de notre génération, il est logique qu'on ait davantage d'accidents. Il y a ce qu'on appelait autrefois les sujets bulleurs. Alors maintenant, on sait pourquoi ils sont bulleurs, c'est qu'il y a une prédisposition génétique. Là, derrière ça, on ne peut rien faire non plus. Par contre, il y a des facteurs aussi sur lesquels on va pouvoir intervenir. Alors, il y a l'obésité. Alors, je vais vous donner un chiffre qui fait un peu froid dans le dos. Vous êtes obèse, défini par l'index de masse corporelle. Obèse, plus de 40 ans, vous allez augmenter votre risque de survenue d'un accident de désaturation par 8. 8, qu'est-ce que c'est ? 8, qu'est-ce que c'est ? C'est également le risque de survenue d'un accident de désaturation dès lors que vous êtes porteur d'un shunt cardiaque de préférence. Voilà. Alors, on se masturbe les méninges en disant oui, le shunt, d'accord, oui, mais l'obésité plus l'âge, il n'y a rien à faire, ça fait le lit. Il y a le manque d'entraînement, la condition physique générale. Et moi, on m'a appris, mes maîtres m'ont dit, la santé physique et mentale, c'est le point de départ d'une bonne prévention. Voilà. Donc, un entraînement physique régulier, ou plus exactement l'absence d'entraînement physique régulier, explique aussi ces survenues d'accidents avec respect de procédure. Le manque d'entraînement, ça concerne aussi la répétition des plongées, parce que bon, l'organisme très probablement s'habitue au phénomène de saturation et de désaturation. Voilà. Bon. Le FOP, on va en parler plus tard, je crois, c'est un facteur. Alors regardez-vous là, pardon, quand je dis regardez-vous, il y en a statistiquement entre 25 et 30% d'entre vous qui êtes porteurs de ça. Voilà. Donc ça veut dire que dans les facteurs comportementaux, il y a aussi le fait que toutes les circonstances qui augmentent la pression veineuse centrale, autrement dit toutes les circonstances qui sont susceptibles d'ouvrir un shunt, qu'il soit cardiaque ou pulmonaire, doivent être proscrites. Alors je ne m'étends pas là-dessus davantage puisqu'on en parlera un peu plus tard. Voilà, moi, en gros, les facteurs les plus importants que je pourrais citer. Merci à toi, Bruno, d'avoir résumé tous ces facteurs qui sont presque plus importants, je dis presque plus importants, que les procédures, presque. C'est important. Hein. Un accident pour 10 000, on va dire, chiffre moyen, un accident pour 3 000 dans les plongées saturantes. Je retiens la notion de facteur de 8 pour un FOP, mais facteur de 8 pour je suis enrobé et j'ai des problèmes d'âge. C'est important d'avoir ces notions en tête. Je voudrais juste rajouter une chose. Pour ceux qui ont fait un peu de mathématiques, la théorie des ensembles, vous la connaissez. Et lorsque j'enseigne donc cette notion d'accident avec respect de procédure, je me base là-dessus. Vous avez un premier ensemble qui correspond à la procédure de désaturation que l'on sait être imparfaite. Un deuxième ensemble qui correspond au comportement individuel. Et puis le troisième ensemble, les facteurs individuels, les facteurs de risque. Vous faites inter. La partie centrale, là, vous faites partie des 80 voire 90% d'accidents avec respect de procédure. Le problème, c'est qu'on ne sait pas aujourd'hui quelle est la part respective de ces trois ensembles dans la survenue de l'accident. Il y a longtemps, c'était effectivement la procédure. Aujourd'hui, la procédure, on la maîtrise bien, donc on aurait plutôt tendance à contracter cet ensemble-là. Par contre, les deux autres, là, les comportements, c'est du technique, c'est de l'enseignement, c'est vous les moniteurs, c'est vous qui les enseignez normalement bien, mais reste le facteur déterminant, les facteurs individuels qui, eux, à mon sens, deviennent hypertrophiques. Alors, on va passer à la deuxième question. La deuxième question, elle vient en complément à la première question. C'était une question pour Jean-Pierre Humbert. Jean-Pierre, aujourd'hui, on est dans une pratique où on utilise à 99% l'ordinateur de plongée. On n'utilise plus du tout la table. On dit que le cerveau de l'ordinateur, c'est son algorithme. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ?
Bonjour à tous, merci pour votre invitation. C'est une très bonne question, mais je vais vous décevoir. Donc, on utilise tous avec grand plaisir les ordinateurs de plongée. Ce sont des appareils difficiles à concevoir, les boutons doivent être étanches, les capteurs doivent être fiables, ces grands écrans colorés nécessitent des calculs difficiles sur la déformation de la vitre. Mais la seule chose qui est vraiment facile dans un ordinateur, c'est de choisir l'algorithme, Bullman. Bullman, depuis l'Aladin, est un succès. On le retrouve dans toutes les machines à travers le monde. Et ça marche. Autant que je sache, on ne voit pas des cadavres de plongeurs flotter autour de la cabinière chaque week-end. Simplement, c'est un vieux modèle méritant mis au point par le professeur Bullman sur des bases classiques, traditionnelles de modèles de Haldane. Et Bullman était très content de lui. Je me souviens l'avoir vu une fois dans une conférence à Aberdeen. Il disait « Voici mon modèle, il marche parfaitement ». Et il y avait le professeur Elliott qui était là et qui est un méchant et qui a dit « Oui, mais professeur Bullman, vous avez aussi publié quelques accidents sur vos tables. » Il dit « Oui, mais c'était le tissu 12 minutes et j'ai corrigé les coefficients, donc aujourd'hui, tout va bien. » Alors, si vous croyez au tissu, vous allez croire que le modèle est l'essentiel du problème. Ce n'est pas vrai, bien sûr. Donc, ces modèles de type haldanien, on les appelle modèles descriptifs. En général, ils décrivent un processus assez bien pour peu que vous mettiez tous les paramètres en place. Et Bullman a passé une vie entière à mettre son modèle au point. Donc, si vous allez pour une semaine en Égypte, plonger entre 20 et 30 mètres, ne changez rien. Il n'y a rien à changer sur une plongée de 40 minutes à 21 mètres. C'est parfait. Sauf que si vous êtes dans la plongée tech ou si vous utilisez des méthodes différentes ou le recycleur, vous sentez bien que la base, le développement, la validation n'est pas la même. Donc aujourd'hui, on utilise les gradient factors, qui est une façon de déformer, changer le modèle de Bullman. Et c'est très bien, parce que c'est extrêmement facile. Simplement, ce qu'il faut retenir, c'est que les modèles descriptifs, ils sont valables là où ils sont validés. Donc si vous restez dans le domaine de la plongée loisir, tout va bien. Si vous sortez, vous allez être obligé de faire autre chose. Et le problème ne se pose pas tellement pour la plongée loisir, mais pour les gens qui travaillent à la plongée commerciale et surtout récemment, les gens qui font le tunnelage. Donc c'est des conditions de travail très difficiles. C'est des temps au fond qui sont longs, parce que quand vous arrivez à travailler, vous n'avez pas pour 10 minutes, il faut d'abord installer le matériel, procéder, désinstaller. Donc on rentre dans des tables qui sont quand même bien en dehors de ce que Bullman a appris. Donc dans ces cas-là, on est obligé d'utiliser d'autres modèles, c'est-à-dire que c'est des choses qui permettent de structurer l'expérience qu'on connaît. Et actuellement, on a deux approches. Alors c'est assez simple, il y a une approche physique, c'est des histoires de bulles. Quand vous parlez de bulles en termes de décompression, vous n'êtes pas loin de la vérité, il y en a toujours. Mais le deuxième, c'est l'aspect inflammatoire, que tu vas couvrir, et qui, c'est un phénomène accumulatoire, biologique, physiologique, très compliqué. Mais ce qui fait qu'au bout d'une semaine, vous n'êtes plus la même personne. Et vous êtes devenu beaucoup plus sensible à tout ce qui concerne la décompression. Dans la partie physique, on est dans la partie bulle. On a actuellement 3 scénarios. Donc le premier, c'est tout ce qui est rapide. Remontée rapide, remontée au premier palier, yo-yo, plongée répétitive. Ça, c'est des choses qui ne laissent pas le temps au gaz de s'échanger. Donc la seule chose qui joue, c'est la loi de Mariotte. Donc si vous avez des micro-noyaux gazeux, des bulles comme ça, une remontée rapide de 20 ou 30 mètres, ça va les activer. Donc derrière ce scénario-là, on trouve les paliers profonds, les vitesses de remontée, qui sont quand même que le début. Après, on a un deuxième scénario auquel on croit beaucoup, parce qu'on commence à bien comprendre, c'est les bulles artérielles. Rien à voir avec les bulles qui retournent vers les poumons. Il faut aussi qu'elles passent à travers. Et les bulles artérielles, quand elles sont côté artériel, elles sont mal, elles sont en survie. C'est des bulles qui contiennent du gaz veineux, entourées par un gaz artériel. Elles diffusent leur gaz à l'extérieur, elles en ont pour quelques secondes, à savoir 30 ou 40 cm. Mais si ces 30 ou 40 cm comprennent le cerveau, l'oreille interne, la partie supérieure de la moelle épinière, et qu'au moment où la bulle arrive en survie, elle rencontre un tissu
sursaturée, en train de se saturer, vous avez tout ce qu'il faut pour la faire grossir et commencer à créer des désordres. Donc le scénario numéro 2, c'est les bulles artérielles. Et le dernier, eh bien, c'est le classique, celui de la bulle tissulaire qui se développe parce que les échanges gazeux sont insuffisants, qui grossit et qui mécaniquement agit sur, par exemple, les douleurs articulaires des genoux. Mais vous n'arriverez jamais à expliquer une douleur articulaire de genou avec une bulle artérielle. Et en plus de ça, tous ces scénarios se composent. C'est-à-dire que la moelle épinière, qui est certainement la chose la plus difficile à modéliser et à comprendre, elle est certainement faite de plusieurs scénarios qui se combinent, c'est-à-dire peut-être des bulles artérielles qui viennent et qui partent, des perturbations dans les échanges gazeux, des bulles tissulaires qui se développent. Donc actuellement, quand on calcule des tables de décompression, on est obligé d'utiliser des modèles qui caractérisent l'un puis l'autre de chacun de ces modèles. Et la clé, c'est d'avoir les données. C'est-à-dire que si on a des idées brillantes sur la structure des choses, sur les théories appliquées, le vrai problème, c'est d'avoir les données pour valider ça. Donc l'avenir de la plongée, c'est du monitoring, des collectes de données qui permettront de dire ça marche, pour telle et telle raison, ça on le rejette, ça ne marche pas. Donc je n'ai pas répondu, mais dans la pratique de la plongée loisir, Bullman, l'ordinateur, c'était parfait. Oui, donc si je comprends bien, à l'instant T, Bullman, parce que de toute manière, sur les ordinateurs, nous n'avons que Bullman, aujourd'hui, oui. Et ça reste aujourd'hui satisfaisant pour de la plongée loisir. J'ai dit ça reste satisfaisant, ce modèle de décompression reste satisfaisant pour de la plongée loisir. Bien sûr. Qu'est-ce que tu en penses toi-même ? Je pense que c'est très satisfaisant. Voilà. Parce qu'on est dans l'enveloppe. Si tu fais la plongée spéléo, par exemple, avec des remontées, il faut trouver autre chose. Voilà. Par contre, je note que toute variation de pression ou remontée rapide n'est pas forcément prise en compte de ce que tu en dis par l'ordinateur. Ben, aujourd'hui, on essaye de comprendre, on essaye de structurer, et en fonction de tout ce qui a été publié, sur les noyaux gazeux préexistants, sur le positionnement de ces noyaux gazeux en aval du tissu, dans le tissu, en amont du tissu, on entrevoit des possibilités, notamment pour les remontées rapides, liées à ces noyaux gazeux qui sont en amont du tissu. Parce que là, si jamais ils grossissent, et ça c'est la loi de Mariotte, ils sont directement au-dessus du tissu et au-dessus du problème. Donc on discerne effectivement ce scénario d'autres scénarios plus classiques. Merci Jean-Pierre, merci beaucoup. On va aborder une troisième question avec Jean-Éric. Alors, on va parler de plongée de réadaptation. Et je vais demander à Jean-Éric de développer quelque chose auquel un certain nombre d'entre vous ne pensent pas. La plongée de réadaptation, c'est fondamental pour réhabituer son organisme à la désaturation. Merci de ton avis d'expert sur ce sujet. Merci pour la question. Elle n'est pas simple, cette question, en fait. Alors moi, je retiens le mot adaptation et le mot décompression. Donc, est-ce qu'il existe des processus biologiques qui permettent finalement de gérer ce stresseur qui est la décompression ? Donc ça sous-entend aussi de définir quel est l'effet du stresseur. Les stresseurs de la décompression, c'est des bulles, mais aussi plein de processus immuno-inflammatoires. On ne va pas rentrer dans le détail, c'est complexe. Et là, on a la notion d'adaptation. Alors l'adaptation ou réadaptation, et adaptation aussi, adaptation c'est quelque chose, c'est une réponse finalement qui va essayer, une réponse biologique, qui va développer des contre-mesures pour finalement permettre à l'organisme de gérer le stresseur. Et la notion d'adaptation, en général, une fois que le stresseur a disparu, eh bien, on considère qu'elle est pérenne, qu'elle va durer dans le temps. Et c'est très différent de ce qu'on appelle l'acclimatement, où lorsque le stresseur décompression va disparaître, eh bien, on a des mécanismes de contre-mesure, mais ces mécanismes de contre-mesure, ils ont un effet temporaire dans le temps et ils vont disparaître. Alors, est-ce qu'on a des données dans la littérature d'adaptation ?
ou d'acclimatement aux stresseurs décompression. On n'en a pas beaucoup. On a quelques données intéressantes d'adaptation alors évolutive, mais nos collègues de Brest notamment ont réussi à développer des modèles d'animaux, de rats résistants à l'accident de décompression. Donc on arrive à faire de l'adaptation, mais au bout de plusieurs générations. Donc ce n'est pas ce qui nous intéresse ici en tant que plongeurs. Nous, on est plus dans l'acclimatement. Est-ce qu'on a des notions finalement de contre-mesures qui peuvent se mettre en place? Est-ce que finalement on va se protéger contre le stresseur décompression chez l'homme, chez le plongeur de loisirs? On n'a pas beaucoup de données, il y en a quelques-unes. Il y a une étude publiée en 2014 ou 2016 par Zanki qui a fait réaliser chez des plongeurs répétés à 18 mètres pendant 45 minutes tous les jours. Il a mesuré les bulles et on s'est aperçu qu'au bout du 4e jour, eh bien, on avait une diminution significative du taux de bulles circulantes. Donc oui, là, on est en présence d'un acclimatement au stresseur décompression, mais il faut plusieurs jours pour que l'organisme s'adapte et mette en place des contre-mesures pour mieux tolérer les bulles de la décompression. Alors chez les plongeurs militaires, on a quelque chose un peu similaire. On a publié il y a quelques années une étude un peu similaire chez les élèves plongeurs des mineurs qui réalisent un cours très exigeant et les 3 premiers mois sont extrêmement physiques avec beaucoup de plongées agressives, beaucoup d'hyperoxie, beaucoup de plongées profondes, une intensité physique extrêmement importante. Donc là, on a le stresseur décompression, hyperoxie et on a une pratique physique intensive. Donc on mélange un petit peu à la fois différents stresseurs et on s'est aperçu qu'en début de cours, eh bien, ils avaient un niveau de bulle quand même assez élevé. Au bout de 3 mois, une diminution très très significative du niveau de bulle. Et puis, dans la deuxième partie du cours, ils ont un peu limité l'intensité de l'exercice physique, un peu limité l'intensité des plongées, et on s'est aperçu que 3 mois plus tard, de nouveau, les bulles circulantes, elles réaugmentaient. Donc vous voyez, on est bien sur un processus d'acclimatement. La bonne nouvelle, c'est que oui, l'organisme, eh bien, il peut s'adapter à la décompression, il met en place des contre-mesures, ça prend quand même plusieurs jours, ça peut durer sur plusieurs mois. Si on fait de l'exercice physique associé à la plongée, c'est encore mieux. Encore faut-il pouvoir le faire en toute sécurité. Mais à partir du moment où vous allez arrêter cela, et on ne sait pas au bout de combien de temps l'effet va diminuer, eh bien vous allez perdre ce bénéfice et ce mécanisme de contre-mesure. Donc tout ça, c'est très important pour les plongeurs. C'est-à-dire que, par exemple, si vous voulez faire une plongée profonde, qui est quand même une plongée agressive, eh bien probablement, il va falloir progressivement préparer votre corps à la plongée profonde et réaliser des plongées moins profondes et jusqu'à faire une plongée plus profonde. Alors cette notion de progressivité et de mise en place de l'acclimatement, elle est codifiée notamment au niveau de la marine. Ça existe déjà dans la marine française. On ne peut pas faire une plongée directement à 50 mètres. Ils sont autorisés, ils peuvent plonger jusqu'à 50 mètres aujourd'hui, mais ils n'ont pas le droit de plonger du jour au lendemain à 50 mètres. Ils sont obligés de faire, sur la première semaine, une plongée à 30 mètres, sur la deuxième semaine, une plongée à 40 mètres, et sur la troisième semaine, une plongée à 50 mètres. Donc vous voyez qu'il y a des processus qui existent de progressivité qui permettent justement d'acclimater le corps au stresseur décompression. Oui, donc c'est le mot acclimatement, et c'est ce que la Commission technique nationale enseigne, quand je dirais en plongée profonde, c'est pas de partir au mois de mai quand on reprend sur une plongée profonde, parce que c'est là où on a des pics d'accidents, effectivement, c'est par étapes successives. C'est donc un acclimatement, alors de même vis-à-vis du processus de décompression, et encore plus quand la plongée est saturante. Merci Jean-Éric d'avoir éclairci, je dirais, un élément qui peut-être n'était pas aussi clair pour tout le monde. Alors, on va passer à la quatrième question. Cette question est pour Geoffrey Gens. Alors, c'est une question, on va dire, sur la pratique, vraiment la pratique du palier, sur la qualité du palier. La question est simple. La remontée dans l'espace proche, donc à 6 mètres, de 6 mètres à la surface, aujourd'hui, on a un consensus, il faut ralentir au maximum. On est à peu près tous d'accord là-dessus. Par contre, pour une bonne gestion du palier, quelle est la ventilation? Quelle est la position? Merci Greg. Bon bien, effectivement, je serai beaucoup plus pratique avec une expérience. Je ne vais pas rentrer dans la physiologie, la physique et la biochimie. Mais mes amis à côté font ça bien mieux que moi. Bon, tu commences par la partie vitesse très réduite dans la zone de 10 surface. C'est vrai, aujourd'hui, il est communément admis que cette vitesse de 6 mètres minutes dans la zone proche est la vitesse qui est adéquate. Et là, pour revenir un peu sur cette vitesse, avant de parler du palier direct, c'est vrai que selon les moyens de décompression qu'on utilise, donc Buhlmann, comme il en a parlé à Jean-Pierre tout à l'heure, les ordinateurs sont quand même très différents.
sur la vitesse de remontée. Il y a des ordinateurs qui ont une vitesse linéaire qui est de 8 mètres minutes dès le départ fond jusqu'à l'arrivée en surface. Il y en a qui ont une vitesse linéaire de 10 mètres minutes. Mais il y a une grande gamme d'ordinateurs club, qui est assez répandue quand même sur le marché. Je ne dirais pas qui, mais bon, qui ont des vitesses de remontée variables et qui admettent pour la plupart de ces ordinateurs une vitesse de 20 mètres minutes dans la zone lointaine, 12 mètres minutes dans la zone médiane et qui reviennent effectivement à 6 mètres minutes près de la zone de surface. Donc, en admettant que cet ralentissement ne se fait pas uniquement dans la zone 10 surface, mais ce ralentissement de vitesse de remontée se fait dès le début de la remontée. Puis pour donner suite à la question, le palier lui-même. Voilà, je vais être bref aussi. Qu'est-ce qui permet l'évacuation de l'azote? Mais c'est la ventilation, c'est les échanges de niveau alvéolaire. Et donc une respiration normale est effectivement importante. Je dirais presque même d'augmenter un peu son volume courant en forçant un peu l'inspiration et l'expiration. Surtout pas de faire des économies de gaz. Parfois on dit voilà, on essaie d'économiser un peu. Non, il faut avoir une ventilation ample et régulière. La position du palier, c'est ça la deuxième partie. Alors, aucune étude, sauf s'il y a des informations que je n'ai pas, aucune étude concluante a été faite sur la position du palier. Il y en a qui disent, oui, il faut le faire à l'horizontale. Côté respiratoire, je crois qu'effectivement, c'est peut-être une meilleure respiration. Par contre, après, on dit oui, tout le corps est au niveau de la profondeur du palier, donc par rapport à la désaturation. Aucune étude ne le dit. Debout, c'est parfois plus logique quand on est au parachute. Donc, ça veut dire que la main est au niveau, avec son ordinateur, à la profondeur du palier qui doit être effectué. Et selon la taille de la personne, il y aura plus ou moins qui est plus bas que quelqu'un d'autre, mais pas de position vraiment prévue ni recommandée. Sinon, il y a longtemps que notre CTN aurait émis cette proposition avec ça. Mais bon, peut-être que... Il y a, tout à fait d'accord sur la position. Et par contre, il y a une information intéressante. Il y a 2 études qui ont été publiées, de Jankowski et de Dujic, un Croate, qui a montré que l'intérêt de faire un exercice très modéré au palier, voilà, une petite activité physique autour de 50% de la VO2 max, au palier, ça permet d'améliorer la libération et l'élimination des bulles circulantes. Donc il y a quand même 2 papiers qui démontrent qu'il vaut mieux ne pas rester statique, mais faire un petit peu des mouvements, voilà, être un petit peu actif au palier. Ouais, donc nager légèrement, bon voilà. Donc pas forcément un point d'appui si point d'appui à disposition. Okay. Merci beaucoup, Jo. Alors après cette question très pratique, une question un peu plus complexe que je vais poser à Jean-Pierre. Le mécanisme de la fenêtre oxygène. Bon, vous avez tous entendu parler. Si je posais les questions, il y en a peut-être qu'un tiers dans la salle qui pourrait y répondre. Donc c'est pour ça que je demande à Jean-Pierre d'y répondre. Cette fenêtre oxygène qui permet aux bulles qui sont formées par la décompression de se résorber, permet-nous de mieux comprendre ce qu'il en est de cette fenêtre oxygène. Alors merci. Bien sûr, il ne s'agit pas d'ouvrir cette fenêtre quand on respire un peu d'oxygène. Non, c'est un terme poétique, il n'y en a pas beaucoup, qui a été proposé par Ben Key, qui était un grand monsieur de l'US Navy, et qui est basé sur un phénomène simple, qui est le métabolisme. Donc la vie, c'est le métabolisme. La cellule consomme de l'oxygène, elle produit du CO2. C'est en gros une molécule pour une molécule. Ça dépend évidemment de ce que vous avez mangé, mais disons que c'est la vie. En ce qui concerne la plongée, on a tendance à raisonner en pression. Et donc si on veut calculer les pressions oxygène artérielle et les pressions CO2 veineuses, à cause de la solubilité qui est différente, on trouve environ 60 millibars de différence. Donc la fenêtre oxygène, c'est la différence entre artériel et veineux. Et c'est très utile parce que vous pouvez aller au ski, vous prenez le téléphérique à 300 mètres et vous montez l'aiguille du Midi à 3008 et vous ne faites pas d'accident de décompression, protégé comme vous l'êtes par votre fenêtre oxygène. Alors en ce qui concerne la plongée, c'est pareil, c'est-à-dire que plus vous respirez d'oxygène, plus la fenêtre oxygène augmente,
plus elle vous protège contre la génération des bulles. Voilà, c'était la fenêtre oxygène. Voilà. Non. Les C'est pas tout. C'est pas tout. Donc vous avez compris que ce mécanisme, il travaille sur les bulles. Et actuellement, il est très à la mode pour tout ce qui concerne le préconditionnement. Donc il y a deux idées fortes qui circulent. Le premier, c'est que les bulles sont préexistantes. C'est toutes les expériences de préconditionnement. Et deux, elles ne se forment que sur des sites très particuliers. Alors, les sites très particuliers, c'est lié au dipalmoïde phosphatidylcholine, qui est un résidu de surfactant pulmonaire, vous l'aviez compris bien sûr, qui diffuse à travers les fines parois alvéolaires et qui se répand dans le corps et se dépose sur les parois des vaisseaux, un peu comme le cholestérol, mais ce n'est pas du cholestérol. Donc on appelle ça le DDPC, et c'est Ariely qui nous a expliqué que c'était sur ces sites hydrophobes que s'est développé les bulles. Donc, la conséquence première, c'est que plus je vieillis, plus j'ai des dépôts de DDPC, et plus je fais de bulles, ce qui est un fait d'expérience. On a vu aussi que les bulles qui se détachent arrachent une partie du substrat, ce qui fait que si vous entrez dans une série de plongées successives, vous finirez par éliminer les substrats et faire peut-être moins de bulles. C'est les phénomènes d'acclimatation que tu parlais. Par exemple, une saison de corailleurs commence toujours par des plongées à 40 mètres. Cette notion est très utile, mais la deuxième, elle appelle immédiatement une question, c'est comment se fait-il que les bulles soient préexistantes? Et donc, pour qu'il y ait des bulles préexistantes, il faut une différence de pression. La différence de pression, c'est la fenêtre oxygène qui nous l'a fournie. Ce qui veut dire que tous, dans la salle, comme nous-mêmes, nous avons en ce moment, sur les parois des vaisseaux, des sites à bulles avec des micro-noyaux gazeux stabilisés par la fenêtre oxygène. Donc il faut voir le plongeur comme un sac à bulles avant de plonger. Si vous avez cette vision-là, vous allez pouvoir travailler sur le sujet. La première chose, c'est que le métabolisme il diminue avec l'âge. Donc plus vous allez être un ancien plongeur, plus votre fenêtre oxygène sera réduite, plus les bulles préexistantes seront grosses, donc faciles à déloger. Non seulement vous en avez plus, mais elles ont un diamètre initial plus gros qui fera qu'elles feront plus de bulles. Donc là j'en étais. Ensuite, la fenêtre oxygène, heureusement, varie avec votre activité. Donc les gens qui sont sportifs, qui développent des exercices réguliers, ils ont tendance à améliorer la machine, à améliorer les échanges d'oxygène, et donc à améliorer leur fenêtre oxygène. Donc il y a une lumière au bout du tunnel. Si vous vieillissez, vous baissez votre fenêtre oxygène, mais si vous gardez une forme physique respectable, vous avez une chance d'améliorer votre fenêtre oxygène et donc de diminuer votre stock de bulles initiales. Et donc finalement, ces termes-là nous permettent de voir le plongeur comme se préparer en plongée avec son histoire. Si vous avez fait 3 plongées la veille, ce n'est pas la même que si vous arrivez juste de descendre de l'avion. Et votre stock de bulles qui dépend essentiellement du nombre de sites, et ça c'est l'âge, mais aussi de la fenêtre oxygène qui conditionne la taille des bulles et donc leur facilité. Voilà. Donc la fenêtre oxygène est aussi très importante pour caractériser le plongeur avant qu'il se mette à l'eau. Merci. Donc, entretenir sa forme physique, d'autant plus qu'on avance dans l'âge. Avoir bien compris la notion d'acclimatation, d'acclimatement, dont on parlait tout à l'heure. Et puis, je dirais aussi, pour les plongées profondes, c'est peut-être de réfléchir, et ça sera le rôle de la Commission technique nationale, aux mélanges suroxygénés dans la décompression, qui ne sont pas trop enseignés encore dans le domaine de la plongée classique à l'air. Je vais te laisser prendre la suite. Alors, la prochaine question est pour Jean-Éric Blateau. Il y a une quinzaine d'années, on a vu arriver sur le marché des ordinateurs de plongée avec des options de palier profond. Depuis quelque temps, on entend que ce n'est pas forcément conseillé. Donc, on voudrait avoir l'avis d'un spécialiste sur ces paliers profonds.
effectivement, on s'est posé la question en 2002, 12 ans après la mise en place de la MEN 90. On a fait le point sur l'efficacité de la table chez les plongeurs militaires français. Ça marchait bien. Un accident pour 30 000 plongées, c'est pas beaucoup, global. Mais quand on regardait la zone 40-60 mètres, à l'époque, ils pouvaient plonger jusqu'à 60 mètres, eh bien, c'était multiplié par 10 le taux d'incidence, donc un accident pour 3 000 plongées. Donc il y avait vraiment un facteur profondeur, augmentation significative du risque d'accident de décompression. Donc on nous a demandé, est-ce que vous pouvez améliorer les choses un peu dans cette zone de profondeur? Est-ce qu'on peut améliorer les procédures? Alors à cette époque-là, on a testé avec le centre expérimental donc de Cefismer, on a testé différentes procédures, on a travaillé avec Comex à l'époque et on a travaillé le concept très en vogue dans les années 2000 des paliers profonds. C'était utilisé par des plongeurs tech, etc., avec différents modèles, le modèle VPM, etc. Et donc, on a mis en place une expérimentation où on a testé la table AMN 90 qu'on a comparée à une table donc, expérimentale avec des paliers profonds. Donc, chaque plongeur devait faire la première semaine une plongée AMN 90 et la deuxième semaine la plongée expérimentale. Alors, à 60 mètres, par exemple, 20 minutes 60 mètres, c'était une bonne plongée. Et donc, les paliers, pour vous donner un exemple, avec les paliers profonds, ça commençait à 30 mètres, les paliers. Et la durée de plongée de décompression était un petit peu plus longue, mais de quelques minutes par rapport à la table AMN 90. Donc il y avait vraiment une répartition des paliers plus profond qui commençait à 30 mètres jusqu'entre 30 et évidemment le retour en surface. Donc on a mené une 40 à 60 plongées sur une dizaine de plongeurs. Et là, les résultats escomptés n'étaient pas au rendez-vous. On avait plus de bulles avec la procédure avec palier profond. Et on a même eu un cas d'accident de décompression. Donc on a décidé, on arrête tout. Et voilà, ce n'était pas concluant. Et puis, quelques années plus tard, l'armée américaine, donc à Panama City, au NEDU, David Doulette et Wayne Gers, ont testé la même chose, mais à grande échelle, à l'échelle américaine. Ils ont testé 200 plongées versus 200 plongées. C'était des plongées à 50 mètres. Le palier profond était à 21 mètres. Et la plongée standard, le premier palier était à 12 mètres. Et là, ils ont fait à l'américaine, ils ont mesuré les bulles, mais ils ont surtout compté le nombre d'accidents de plongée. Et il y en avait nettement plus avec les paliers profonds. Donc vous voyez que sur deux modalités, ce n'étaient pas les mêmes procédures. Deux concepts, deux modalités de table à l'air, je dis bien à l'air, avec des paliers profonds, ce n'était pas concluant. Plus d'accidents, plus de bulles. Par la suite, il y a eu quelques études aussi, les Suédois ont publié, et ils ne trouvaient pas de bénéfice à faire des paliers profonds. Donc aujourd'hui, on a complètement abandonné pour la plongée à l'air, parce qu'évidemment, en plongée ternaire avec de l'hélium, c'est complètement différent. Là, il faut réintroduire un peu du palier profond. Mais ce qui nous inquiète beaucoup, c'est que certains constructeurs d'ordinateurs, par défaut, proposent dans le réglage par défaut, donc avec les fameux gradient factor, notamment le GF bas, ils proposent des niveaux quand même qui influencent directement un palier profond. Et ce réglage par défaut nous pose problème. Et on a eu quelques cas d'accidents justement chez nous à l'hôpital Sainte-Anne avec des plongeurs qui n'avaient pas modifié le réglage de base et qui avaient réalisé des paliers profonds sur des plongées à l'air profonde. Donc voilà. Merci pour ces propos extrêmement clairs. Donc, bon, je crois que c'est assez clair maintenant pour tout le monde. Dans votre pratique, évitez les paliers profonds, mais encore plus important, dans votre enseignement, là je parle aux moniteurs, dans votre enseignement, pensez à parler des paliers profonds, pensez à réactualiser votre enseignement et que vos élèves désactivent, parce qu'il y a différentes choses. Il y a effectivement ce réglage des gradient factor, il y a aussi une option de palier profond sur les ordinateurs. Pour ceux qui ont cette option de palier profond, qui désactivent cette option de palier profond. Et concernant les gradients factor, la question va arriver, on en parlera tout à l'heure. Merci. Alors, tout à l'heure, il y aura une question sur les gradients factor et une question sur les noyaux gazeux préexistants. Donc, vous aurez probablement des réponses sur des questions que vous posez. Alors, là, je vais aborder donc avec Bruno. Bruno, ces derniers mois, on a beaucoup parlé ensemble de remontée rapide. La fédération, après discussion avec la commission médicale nationale, la commission technique, des travaux faits avec le Cefismer, puis après une rencontre que j'avais eue avec le DAN, avec Jean-Éric à travers donc, le centre d'expertise, je dirais, des armées. On a défini, nous, à la fédération, mais c'est pareil pour le cas de la Marine nationale, une remontée trop rapide, au-delà de 15 mètres minutes. On est resté sur cette notion-là. Pourquoi fait-on une procédure de rattrapage à mi-profondeur au moins en cas de remontée trop rapide? Alors d'abord dans la question, oui, il y a la vitesse de remontée, il fallait bien fixer une limite. On est resté à 150% de la vitesse conseillée, recommandée, qui est 10 mètres minutes. Donc 15 mètres minutes considérée comme étant une vitesse de remontée rapide.
Ensuite, pour bien préciser le contexte de la question, c'est vitesse de remontée rapide avec, à l'arrivée à l'immersion, donc, l'absence de signe. Et c'est uniquement dans cette situation-là qu'une procédure de rattrapage, donc par réimmersion, peut être autorisée, parce que je rappelle que la réimmersion, pour le coup thérapeutique, c'est-à-dire une réimmersion, alors même qu'il existerait des signes cliniques, c'est quelque chose de verboten. Voilà. Donc, ça se discute, voilà, bon, on est d'accord, ça peut se discuter, mais enfin, en tout cas, dans un pays, en Europe, on va dire ça, tant qu'on n'est pas en situation d'isolement, c'est quelque chose pour lequel, intellectuellement, on n'est pas prêt, quoi, voilà. Bon, même si on peut l'envisager, et même, je le confesse, si je l'ai fait mettre en œuvre sur des accidents parce qu'on avait des problèmes d'évacuation par hélico, l'hélico n'était pas disponible. Voilà, bon, donc c'était une solution alternative qui, il faut le reconnaître, était spectaculaire. Alors j'ai enfreint les règles, je le dis, sur un vestibulaire par exemple, alors qu'on le sait, théoriquement, la réimmersion, je déborde un peu sur la question, mais enfin, bon, la réimmersion thérapeutique sur un vestibulaire, il ne faut pas l'envisager. C'est quelqu'un qui vomit, et théoriquement, bon, c'est pas bon, quoi, hein. Sauf que là, c'était un corailleur que je connaissais personnellement, je savais qu'il serait capable, qu'il avait, comme on dit, les reins assez solides pour supporter ça. Et contrairement à ce que l'on voit habituellement dans la récupération d'un accident vestibulaire, qu'il nous faut à peu près, pour lequel on a besoin à peu près d'une semaine de traitement pour pouvoir le remettre d'aplomb, là, comme par magie, le traitement d'urgence, le lendemain, il était sur ses pieds, il n'y avait quasiment plus rien. Enfin, je n'ai jamais vu une récupération aussi spectaculaire. C'est pour ça que ça fait partie des alternatives, bien sûr, mais encore une fois, je dis intellectuellement, dans nos pays, on va dire, on n'est pas prêt à ça. Donc, c'est réservé aux situations d'isolement. Donc, 15 mètres minutes, absence de signe à la remontée. Le grand principe que vous enseignez dans cette situation de vitesse de remontée rapide, c'est la bouteille de champagne. Bouteille de champagne, vous avez, c'est le vin blanc avec 3 kg, enfin, gaz carbonique dedans, 3 kg de pression. Vous faites péter le bouchon, tchoum, efflorescence gazeuse ou goulot, d'autant plus importante d'ailleurs que vous l'avez secoué. Et ça renvoie à l'observation qu'on faisait tout à l'heure par rapport à la position, enfin exactement à l'effort. En l'occurrence, secouez-moi, c'est l'exercice physique. Donc vous favorisez l'évacuation de bulles. Dans la circonstance de la remontée rapide, efflorescence gazeuse ou goulot phénoménale. Bon. Donc beaucoup de bulles. Donc dans cette circonstance-là, sur une situation où il n'y a pas de signe clinique, la logique, c'est d'appliquer la loi de Mariotte. Le problème, c'est cette bulle qui peut devenir pathogène. Bon, peut. Alors après, on n'a pas de recul parce que personne n'a le courage de faire d'études comparatives pour dire bon, on va traiter, on ne va pas traiter, on va faire une réimmersion de rattrapage, on ne va pas la faire, et puis on va observer ce qui se passe à l'américaine, en clair. Bon, personne, éthiquement, ce n'est pas concevable. Voilà. Donc aujourd'hui, on admet que cette réimmersion de rattrapage, elle est basée sur la loi de Mariotte, PV égale constante, la pression augmente, le volume des bulles va diminuer, et on espère ainsi, avec cette diminution de volume des bulles, plus ce qui va être fait après, en termes de désaturation au cours de la remontée, plus des paliers qui n'ont pas été faits, régler le problème. Voilà. Alors, ce que l'on sait aussi en thérapeutique, on dit que le meilleur compromis, en fait, quand on croit à la valeur de la pression sur la recompression, sur la diminution du volume de la bulle, on dit que la meilleure pression, c'est 4 à 30 mètres, équivalent de 30 mètres. Donc quand on dit, et c'est pour ça que la question est bien posée, c'est réimmersion de rattrapage à mi-profondeur au moins, mais ça peut être plus. Voilà. Alors, vous avez fait une plongée de 20 mètres, bon, c'est sûr que, bon, peut-être pas redescendre à 30 mètres pour recomprimer, mais au moins, vous pouvez parfaitement revenir sur 20 mètres, c'est possible. Voilà. Donc l'idée, elle est là, réimmersion de rattrapage pour recomprimer ces bulles qui sont susceptibles de devenir pathogènes, enfin autrement dit, de développer un syndrome neurologique. En l'occurrence, ça sera un syndrome neurologique cérébral, un déficit, une atteinte, un accident de désaturation cérébrale. C'est le fameux blow-up que vous enseignez, hein, la décompression explosive, en fait. Hein, voilà. Je me permets de rajouter un petit commentaire. Ces notions, la bonne vitesse de remontée a longtemps été un sujet de discussion parce que Haldane, il était à 9 mètres minutes, mais après la guerre, toutes les marines, et la marine française avec les tables du Gers, on était à 20 mètres minutes. Donc la notion de quelle est la bonne vitesse de remontée, à partir de quand on va considérer que c'est une montée rapide, ça a beaucoup évolué et le fait est qu'on n'a pas beaucoup d'études. La seule que je connaisse, c'est celle de Daniel Carturan, et j'en ai pas vu d'autres, qui comparait 17 mètres minutes avec 9 mètres minutes et il trouvait qu'il y avait plus de bulles
avec 17 mètres minutes. Donc voilà, on peut se baser sur ce référentiel-là, cette étude-là. Et du coup, aujourd'hui, la tendance, effectivement, Aldan avait peut-être raison, la bonne vitesse, elle est autour de 9 mètres minutes, avec probablement une plage de 9 à 15 à discuter. Oui, en sachant que c'est pas pareil si c'est une remontée rapide en début de plongée ou en fin de plongée. Ça, c'est fondamental. Et puis il y a la notion aussi, c'est que c'est une remontée rapide sur un delta d'au moins une dizaine de mètres. Effectivement, une remontée rapide sur 2 mètres, on est dans une remontée rapide sur un delta de plus de 10 mètres où effectivement se pose cette question. Et à partir de... Alors nous, on a défini au sein de la fédération à partir de 30 mètres jusqu'à la surface. Si sur 10 mètres, on va au-delà de 15 mètres minutes, effectivement, il faut considérer ça comme une remontée rapide. Ce qui fait que dans le domaine de l'enseignement que la Commission nationale technique va faire, c'est que pour les encadrants, quand ils voient quelqu'un qui démarre en écolage, on va dire qui fait une remontée rapide entre 30 et vers la surface, enfin, on va dire qu'il devait s'arrêter à 10 mètres, mais qui, entre 30 et 20 mètres, va trop vite, il le stoppe à 20 mètres, puis on reprend tout simplement. Je veux dire qu'on ne va pas au-delà, hein, puisqu'il y a effectivement un comportement qui est accidentogène, et donc c'est le cadre de la Commission technique nationale d'éviter les comportements accidentogènes. Ben, je crois que c'est à toi maintenant de... Alors, vous savez que quand on a travaillé sur les procédures de remontée normale, on a travaillé sur les remontées rapides, on a aussi travaillé sur les interruptions de palier. Donc cette question est pour Jo. Aujourd'hui, quelle procédure faire en cas d'interruption de palier obligatoire? Oui, effectivement, je pense qu'il est important de rajouter qu'il s'agit de l'interruption d'un palier obligatoire. Donc on ne parle pas des fameux paliers de principe, de confort, etc. Donc oui, le 13 octobre, me semble-t-il, le 13 octobre, lors du CDN, il était entériné le projet conjoint entre la CTN et les médicales et la mise en place des mesures un peu dans la même suite que vient de dire Bruno par rapport à la remontée rapide concernant les paliers interrompus. Alors déjà, deux solutions. La première chose, c'est si on peut se réimmerger, bien entendu, réimmersion recommandée. Et comme l'a dit Bruno, il s'agit d'une réimmersion en cas d'un palier interrompu arrivé en surface, pas de signe clinique. Donc la personne n'a rien. Évidemment, s'il a un quelconque signe clinique, il y a l'évacuation qui est mise en place telle que tout le monde le connaît. Donc réimmersion, si possible, qu'est-ce qu'on fait? On utilise notre ordinateur. Donc, on suit les indications de l'ordinateur, on se réimmerge et on rajoute 3 minutes à ce qui va indiquer notre ordinateur. Ça, c'est dans la première façade, dans la première face, où on peut se réimmerger. Si pour des raisons qui peuvent être panique, stress, ça peut être aussi que quelqu'un a grillé 1 minute de palier et ça arrive. Quelqu'un a fini ses paliers, l'ordinateur il dit que tout va bien, il remonte entre 3 mètres et la surface, il suffit qu'il remonte un tout petit peu rapidement et l'ordinateur remet 1 minute de palier. Donc il monte sur le bateau et puis ça sonne et le temps qu'il réagit, il se rend compte qu'il reste 1 minute de palier que l'ordinateur lui a remis de nouveau, mais le temps imparti est passé, les 3 minutes sont finies, l'ordinateur se met en carafe et là on ne peut pas se réimmerger. Donc jusqu'à 3 minutes, donc 3 minutes de palier interrompu, pas de réimmersion, mise sous surveillance. Donc on met la personne sous surveillance pendant 3 heures. L'idéal, bien entendu, est de garder la personne au centre de plongée, au coin. Bon, ce n'est pas toujours réalisable, mais enfin, pendant 3 heures, observation. Si au bout de ces 3 heures, il n'y a pas de signes qui apparaissent, on considère que normalement, tout va bien, mais pas de plongée pendant 24 heures après. Bien entendu, si les signes apparaissent, évacuation, telles que les conditions sont préétablies par la CTN. Toute interruption de palier supérieure à 3 minutes, on considère qu'on enclenche le secours. Donc c'est mise sous oxygène et évacuation vers le centre hyperbare, même s'il n'y a pas de signe clinique. D'accord? Donc jusqu'à 3 minutes, observation, au-delà de 3 minutes, évacuation. Ça, c'est ce qui était décidé maintenant et ce qui est mis en place, donc ce que vos moniteurs doivent enseigner à partir de maintenant. J'espère qu'on va évoluer dans ce domaine et faire ce que nos voisins font, parce que bon,
On n'est pas tout seul dans le monde de la plongée, en sachant que la quasi-totalité des pays européens mettent sous oxygène préventif. Donc ils ont un peu le même système d'observation, et au-delà d'un certain temps, il y a une demi-heure d'oxygène pur en préventif, et puis par la suite, de nouveau, observation et évacuation, oui ou non. Bon, c'est peut-être la suite des travaux. Oui, tu m'as coupé la chic là, avec cette histoire d'O2. Là. Attends, oui, mais non, attends. Merci, je vais rebondir sur ce qu'allait dire Bruno, mais qu'il a oublié. C'est qu'on envisage effectivement, on a en France une notion de, si on met quelqu'un sous oxygène, c'est obligatoirement l'évacuation. Une réflexion par tradition. Il n'y a pas d'obligation dans le code du sport, hein, par contre. Donc, effectivement, voir l'évolution que l'on peut faire. Ça y est, vas-y. Oui, je veux dire simplement, lorsque j'ai mis ce sujet donc, de la vitesse de remontée rapide et puis des paliers, enfin, c'était surtout ma préoccupation, c'était la vitesse de remontée rapide, parce que les gens qui prennent en charge cette population-là, enfin, en termes d'accidents, on voyait tout à n'importe quoi. Certains laissaient sur place, d'autres évacués. D'autres faisaient une réimmersion de rattrapage quand elle était possible, parce que dans la majorité des cas, ce n'était pas le cas, justement. Donc, ce grand n'importe quoi, il fallait en sortir, même si dans nos textes, dans notre règlement, ou en tout cas dans ce qui était enseigné, c'était la réimmersion de rattrapage. Mais dans les faits, dans la vraie vie, ce n'était jamais fait. Voilà. Donc, il fallait sortir de ces incertitudes, et donc on a trouvé cette solution-là. Voilà. Donc maintenant, pour ce qui concerne donc les paliers, enfin pour les paliers ratés, c'était déjà beaucoup plus structuré, donc il y avait moins de préoccupations. Par contre, ce qu'il faut savoir, enfin ce que je pense, c'est ma conviction, c'est que rien, vous avez compris, de toute façon, la médecine de plongée, c'est quelque chose qui est évolutif dans le temps. Et puis, bon, je regrette de vous le dire ainsi, mais c'est vraiment le fond de ma pensée. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup de connaissances à acquérir. Et puis, ces connaissances, eh bien, on va les acquérir par la recherche clinique. Autrement dit, on ne peut plus être coercitif dans nos décisions, parce que justement, ces mesures coercitives tuent la recherche clinique. Implicitement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que vous êtes des véritables cobayes. On va observer. Voilà. Donc, c'est peut-être un peu brutal, hein, mais donc, dans ce qui a été décidé, on va voir ce que ça donne. Si ça marche, on reste là-dessus. Si vraiment c'est trop dangereux, comme la marine l'a fait sur d'autres sujets, eh bien, on reviendra en arrière, on trouvera une autre solution. Pour le sujet qu'abordait Joe concernant l'O2, alors il dévoile quelque chose que j'ai dans la tête, mais enfin, il le dévoile, bon d'accord, il balance un pavé dans la mare, très bien. Mais là aussi, c'est quelque chose pour lequel, pour l'instant, on n'est pas... D'abord, il n'y a rien de fait, premièrement. Deuxièmement, si effectivement, dans le code du sport, il n'est pas prévu que l'O2 doit déclencher les VASAN, ce qui est vrai, d'accord. Pourquoi ne pas faire effectivement de l'O2 à titre préventif tel qu'il est dit là, à condition que ça soit parfaitement bien encadré. Donc là, il y aura un travail de réflexion. Bon, voilà. Mais dites-vous bien que les choses vont encore probablement évoluer. Hein, voilà. Alors, Bruno, l'O2, bon, j'en ai parlé, mais c'est quelque chose qu'on avait évoqué sur le groupe de travail, et c'est quelque chose qu'on n'a pas écarté. C'est quelque chose c'est une réflexion qu'on garde et dont on va réfléchir un petit peu plus tard. Voilà. Bien sûr qu'il faut le garder. On ne l'a pas écarté, parce que bien sûr qu'il faut le garder, ça nous semble à tous être il faut le garder. Bon, j'en suis à l'initiative de cette idée-là, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que ça ne peut pas se faire sans qu'il y ait un encadrement. Ça veut dire clairement, il va falloir que les directeurs de plongée soient parfaitement disciplinés par rapport à cette pratique-là. Sinon, ça ne marchera pas, on aura des dérives, on va se faire tirer dessus par les représentants du ministère des Sports. Hein, voilà. On le voit, voilà, on risque d'avoir des problèmes, donc il faut vraiment que ça soit bien encadré et qu'il y ait le respect des règles de prescription, si j'allais dire, oui, des règles d'utilisation, parce que prescription, c'est un terme plutôt médical, mais des règles d'utilisation. Il faudra que ça soit parfaitement bien respecté par les encadrants. Alors, donc, ces procédures de remontée normale, il nous semblait extrêmement important de les aborder aujourd'hui avec vous. Vous avez reçu un mail de Fred, hein, tous les présidents de club ont reçu un mail. Faites redescendre l'information à vos moniteurs, modifiez votre enseignement sur les niveaux 2, les niveaux 3, les niveaux 4. Il faut que ça soit intégré aujourd'hui, que ça soit mis en place. Merci. Je voudrais juste encore une chose, là. On parlait avec Eric là, justement tout à l'heure
des réimmersions thérapeutiques qui ne se font pas en France, qui se font dans les situations d'isolement. D'accord. Mais ça a été aussi une évolution. Hein, voilà. Alors pourquoi ne pas faire évoluer effectivement l'usage de l'O2 dans les situations telles qu'on les a décrites, vitesse de remontée rapide, réimmersion pas possible, palier mal fait, réimmersion pas possible. On peut le faire, mais il faut que ça soit encadré. Donc il y a un article qui est dans le Subaco actuel sur les procédures de rattrapage en cas de remontée anormale. Comme il y avait 3 coquilles qui s'étaient glissées dedans, dans le prochain numéro qui est en janvier, ces coquilles sont rectifiées. C'est important. On va aborder donc une question moi qui me passionne parce que c'est une réalité, je dirais, en tant que médecin. Et Jean-Éric, donc je vais te demander de nous parler de l'importance des micronoyaux gazeux, qui sont des micronoyaux gazeux préexistants, et de ce qu'on appelle l'endothélium vasculaire, effectivement, d'où partent pas mal de phénomènes, on va dire, inflammatoires locaux. Donc merci de nous éclaircir en particulier sur ces micronoyaux gazeux préexistants. Jean-Pierre, je crois, a déjà un peu défloré le sujet, mais voilà. Mais alors, effectivement, d'où viennent les bulles de la décompression? Paul Bert, il s'est posé la question déjà au tout début, et il a lu une thèse d'un médecin buccois de Strasbourg et qui proposait la variation de pression comme étant le phénomène physique à l'origine des bulles de décompression. Cette variation de pression avec sursaturation, voilà, etc. C'est ce qu'on trouve dans tous les manuels de plongée. Le problème, c'est que ça a du mal à résister à l'expérimentation des physiciens. Et quand on essaie de provoquer des bulles dans des liquides purifiés, eh bien, on n'y arrive pas. Il faut 1400 atmosphères pour générer des bulles. Donc ça pose un problème. Voilà. Est-ce que donc il y a une hypothèse qui a été formulée par un physicien de l'US Air Force dans les années 40, dans 1940, qui s'appelle Harvey, et qui a proposé qu'il y avait déjà des toutes petites bulles présentes dans les liquides, dans les organismes vivants, et que c'est à partir de ces petites bulles que l'azote va enrichir jusqu'à former une bulle de décompression. Et donc il a proposé cette théorie des noyaux gazeux. Alors pour la démontrer, c'était pas facile parce qu'ils ont fait des démonstrations indirectes. Ils ont essayé de neutraliser les noyaux gazeux par des traitements pressionnels, c'est-à-dire des très fortes pressions sur des liquides, et voir ensuite si ça supprimait l'apparition des bulles de décompression. Et donc effectivement, par ces moyens indirects, ils ont démontré qu'il y a probablement des germes, des petites bulles qui existent. Alors est-ce que c'est des microbules? Est-ce que c'est des nanobules? Aujourd'hui, on parle plus de nanobules. Le problème, c'est qu'on a du mal à les voir. Des microbules, on arrive à les voir dans la gélatine, dans des liquides, etc. Maintenant, dans les organismes vivants, on n'est pas capable, c'est très difficile de les mesurer. Alors, d'où viendraient ces noyaux gazeux? Là aussi, il y a différentes théories, on ne sait pas trop. Il y a différentes théories. Il y a la théorie de la crevasse hydrophobe, celle proposée par Harvey, qui postule qu'il suffit d'avoir une géométrie sur la forme d'une crevasse pour avoir une phase gazeuse qui va se piéger de manière indéfinie. Il y a d'autres théories. Il y a la théorie des surfactants, c'est-à-dire vous avez une enveloppe avec des phospholipides, des membranes phospholipidiques qui vont stabiliser ces noyaux gazeux. Cette théorie des phospholipides développée par Hills, elle est intéressante parce qu'on s'aperçoit que dans les organismes vivants, effectivement, on peut avoir des migrations de phospholipides à partir de surfactants pulmonaires, on en a parlé, et ça peut migrer au niveau des vaisseaux sanguins et se déposer sur les parois de l'endothélium, et ça peut être des spots, des endroits où les bulles peuvent facilement se stabiliser et persister de manière indéfinie. Et puis vous avez la théorie de la NASA. La NASA, eux, ils postulent que c'est l'activité physique, l'activité musculo-squelettique qui génère en permanence par des forces de cavitation, de tribonucléation, des micro-noyaux gazeux, et qu'en permanence vous avez une destruction par la fenêtre oxygène. La fenêtre oxygène, c'est la métabolisation de l'oxygène par la cellule qui va faire disparaître toutes les phases gazeuses qui contiennent de l'oxygène. Donc voilà, la NASA postule que en permanence on génère des noyaux gazeux, mais en permanence on va les détruire, et que c'est un équilibre en fait entre la génération et la destruction de ces noyaux gazeux. Et pour preuve, quand on est en microgravité dans l'espace, ou si vous faites des expériences de bed rest, vous restez alité pendant plusieurs jours, vous n'avez plus de bulles de décompression. Donc voilà, il y a quand même plein de choses qui sont discutées. C'est des théories, on n'a aucune certitude, on ne sait pas mesurer ces noyaux gazeux, mais le fait est que si ces noyaux gazeux sont à l'origine des bulles de la décompression, c'est le pool de noyaux gazeux et les variations du pool de noyaux gazeux entre les sujets qui va expliquer pourquoi on a un sujet qui est bulleur et un sujet qui n'est pas bulleur alors qu'il fait exactement la même plongée. Donc effectivement, c'est très important pour l'avenir de la modélisation de la décompression de comprendre ces phénomènes, mais c'est très compliqué parce qu'aujourd'hui on est dans les nanobulles, donc une physique très particulière et extrêmement compliquée à évaluer, mesurer.
Et puis, d'autre part, c'est très intéressant pour la prévention, mais je crois qu'on en parlera après. Pour les techniques de préconditionnement, je vous ai parlé du traitement pressionnel. Si on applique des pressions très fortes avant une plongée, eh bien, on peut neutraliser les noyaux gazeux. Mais on s'aperçoit qu'il y a peut-être d'autres méthodes pour neutraliser les noyaux gazeux avant la plongée et donc empêcher la formation des bulles pendant la plongée. On en parlera, je pense, un petit peu plus tard. On va en parler tout à l'heure, hein, justement, sur ce préconditionnement. Merci de nous avoir éclairé sur ces spots, entre guillemets, de ces noyaux gazeux. À toi de lancer la prochaine question. Alors, la prochaine question m'intéresse tout particulièrement. On a parlé tout à l'heure de gradient de factor. Là aussi, on voit de plus en plus d'ordinateurs aujourd'hui sortir sur le marché. Des ordinateurs sur lesquels on peut régler les gradients de factor. Donc je voudrais demander à Jean-Pierre un petit peu qui nous éclaire sur ce que sont les gradients de factor, comment ça se règle, voilà, s'il a des conseils à nous donner. Les gradients factor. D'accord. Les gradients factor n'ont aucun sens. Ils ont été inventés par un étudiant américain qui faisait de la plongée spéléo en Floride. À l'époque, il n'y avait pas de table. Il y avait que Bill Hamilton qui était capable d'éditer les tables Trémix. Il a trouvé un moyen facile, avec 2 coefficients, de modifier, tordre le modèle de Willman pour obtenir toutes les tables qu'il voulait. Mais les gradients factors sont très utiles. La première chose, c'est qu'ils sont faciles à utiliser, que les gens utilisent les gradients facteurs sur leur ordinateur pour sécuriser les décompressions. Ils ont des réglages à eux qui vous permettent de rallonger les paliers. Et je ne vais pas me prononcer là-dessus parce que je n'ai pas de données. C'est un principe général, je ne suis pas sûr que ce soit un principe particulier, que le rallonger les décompressions soit la solution ultime. Le deuxième point, c'est que les gradients factors sont un langage. Ils permettent de caractériser un profil. Vous me donnez 2 gradients factors, je tape sur mon ordinateur, j'ai la décompression. Et j'ai un exemple. Récemment, c'est la Marine nationale belge qui s'est mise au recycleur et qui voulait intervenir avec des ordinateurs et les tables de décompression américaines. Alors, mais non, c'est pas possible. Si vous achetez un Shearwater, vous n'avez pas les tables américaines. Oui, mais nous, en tant que militaires, on voudrait. Et donc, Peter Giamonpré a lancé une étude avec un étudiant qui s'est penché sur le problème. Il a découvert qu'il pouvait décrire les tables américaines avec un jeu de gradients factors, 20, 65, peu importe. Ce qui veut dire que les plongeurs belges, ils se sont achetés des beaux recycleurs, des beaux ordinateurs Shearwater, et avant la plongée, ils tapent 20-65 pour s'assurer de plonger avec les tables américaines, à 1 minute près. Donc en fait, les gradients factors sont un langage qui permet de transférer une expérience. Et donc si vous avez prévu une plongée à 70 mètres et que vous n'êtes pas sûr de vous téléphonez à des amis qui font de la plongée sur épave ou spéléo et qui vous disent 30-70, ils vous passent leur expérience. Ils vous donnent ce qu'ils ont appris, ce qu'ils ont sélectionné entre eux. Pour peu que vous ayez affaire à des gens capables d'exprimer une expérience, des conseils. Donc, les gradients factors caractérisent un profil. 2 gradients factors, un profil. Ça nous permet de discuter. La troisième possibilité, elle est extrêmement intéressante, mais un peu plus subtile. Il s'agit de stratégies de décompression. Alors, je vais prendre l'exemple d'une personne qui veut faire le Marseille-Cassis. L'année prochaine, il va s'entraîner, se préparer, et à un moment donné, il a planifié sa course, il a 2 possibilités. La première, c'est que vous allez très fort au début, vous terminez avec un point de côté, mais vous avez créé la distance. La deuxième, vous économisez et vous autoriserez à la fin d'accélérer. Maintenant, je vous dis, attention, Marseille-Cassis, c'est d'abord la montée de la Gineste. À ce moment-là, vous avez un élément qui vous permet de choisir la stratégie. Donc pour les décompressions, c'est un peu ça. Parce que le vrai problème, c'est qu'il y a plusieurs éléments qui interviennent tour à tour. Les micronoyaux gazeux, les bulles artérielles, les bulles tissulaires, la combinaison des phénomènes bulles artérielles, ça. Et à un moment donné, il devient intéressant de les organiser, les séquencer. Alors, évidemment, pas pour une plongée à 20 mètres, mais si vous êtes coureur ou vous avez des problèmes à résoudre. Donc, le premier gradient factor vous donne la profondeur du premier palier. Le deuxième vous donne la durée du dernier palier. Il vous caractérise cette remontée. Et on sait aujourd'hui qu'il y a différentes façons de décomprimer. Il n'y a pas une façon ultime de remonter. Tout dépend des outils, des méthodes, de ce que vous faites. Prenez l'exemple d'un plongeur coureur. Ils ont sur le dos le mélange fond.
Pour terminer leur décompression, ils doivent remonter en surface, lancer le parachute, le bateau arrive, largue un narguilé. Leur stratégie, c'est de remonter le plus vite possible près de la surface pour être sûr d'être récupérés, sinon ils sont morts. Alors après, ils vont se lancer dans une décompression avec des monceaux d'oxygène, mais ils en ont besoin parce que la partie initiale était vraiment dure. A l'inverse, prenez un plongeur photographe, vous le larguez sur un récif, il va remonter en effaçant les paliers, il ne fera jamais un palier, mais à la fin, il va remonter directement de 12 mètres au bateau, exactement le contraire. Donc, ce qui est important, c'est de concevoir qu'il y a plusieurs façons de décomprimer et que ce qui est utile, c'est de savoir que les gradients factors permettent en fait d'exprimer des stratégies. Et les stratégies, elles vont varier. Si vous faites 20 minutes à 70 mètres, c'est pas pareil que si vous faites 120 minutes à 120 mètres. Donc, pas étonnant que non seulement on soit obligé d'adapter les gradients facteurs avec l'exécution et le matériel et les profondeurs, mais aussi avec les durées. Donc, on est dans un monde qu'on ne comprend pas. On a la chance d'avoir des outils qui nous permettent de gérer. Moi, je suis toujours étonné de voir les performances des gens qui plongent aujourd'hui en sécurité. On n'a pas besoin forcément de comprendre ce que ça signifie. Ce qui est utile, c'est le concept. Peut-être qu'un jour, on saura très bien analyser tous ces différents phénomènes et dire telle plongée, tel profil, tel mélange, gradient factor. On n'aura même plus besoin d'exprimer le modèle, il suffira de communiquer l'information globale. Ok, moi j'ai besoin d'infos complémentaires. Je prends l'exemple, j'achète un ordinateur d'une marque très connue sur le marché, Jo, c'est du 80-80, 90-90. J'achète un Shearwater, qui est aujourd'hui l'ordinateur le plus vendu sur le marché, et j'ai un profil très asymétrique. Moi, je comprends à peu près de quoi on parle, mais mes plongeurs, sur le plongeur loisir, eux, ils ne comprennent pas. Et qu'est-ce qu'on peut leur donner aujourd'hui comme élément afin qu'ils ne se mettent pas en danger dans leur pratique? Parce que est-ce qu'ils doivent garder le réglage du Shearwater 30-70, 70-30, enfin profil très asymétrique? Est-ce qu'ils doivent revenir à un profil plus symétrique? Est-ce qu'il n'y a pas d'infos à leur donner et on s'en moque et tout marche? Je ne sais pas. Est-ce qu'on doit rester dans l'inconnu? Tu sais, bien sûr. Tu saurais répondre si tu avais les données. Si tu avais des bases de données sur lesquelles tu peux jouer les gradients facteurs et analyser si tu te trouves du bon côté ou du mauvais côté. Où sont ces données? Donc aujourd'hui, on est tous en essayant de structurer nos informations. Mais est-ce qu'il y a une base de données à la Marine nationale? Plus que je sache. Moi, je pense que l'outil gradient factor est une bonne chose dans le sens où ça donne du conservatisme. Donc, ça va générer des profils avec plus de paliers, plus de décompression. Donc, ça va dans le bon sens. Maintenant, le danger, effectivement, c'est peut-être lorsque ces gradient factors sont asymétriques ou trop asymétriques. Et là, il faut être très prudent, et ça renvoie un petit peu à la discussion sur les paliers profonds. Il faut regarder ce que ça génère, par exemple du 30-60 avec tel ordinateur ou tel ordinateur. Il faut regarder ce que ça produit comme palier de décompression. Il faut regarder. Et si ça produit des paliers profonds, eh bien là, je suis désolé, c'est pas forcément une bonne chose. C'est le cas à l'heure actuelle. Enfin, je pense. Bien, c'est sûr que les explications de Jean-Pierre, tout ça, c'est les courailleurs à 120 mètres, tout ça, c'est formidable. Eux, ils vont forcément toucher à leur JFA et JFLO. Le plongeur de base, et je reviens vers Greg, nos niveaux 3, nos niveaux 2, etc., qui, eux, n'ont pas toutes ces connaissances, savent souvent même pas comment fonctionne leur propre ordinateur. Pourquoi parler aujourd'hui de ces gradients de facteurs? Pour la seule et unique raison qu'il y a de plus en plus de constructeurs qui vendent des appareils où l'utilisateur peut y toucher. Donc, d'où effectivement l'importance que nos moniteurs, on connaisse eux un peu plus et dans leur formation peuvent en parler. Moi, c'est pas compliqué, hein. Moi, je vous dis, n'y touchez pas. Pourquoi n'y touchez pas? Parce qu'il faut savoir, et Scuba Pro, hein, on n'a pas de marque. Les ordinateurs Scuba Pro sont réglés en GFA et JFLO 90-90. Ça, c'est le réglage de base. Si vous mettez un level 1, parce que maintenant vous pouvez toucher à les réglages simples, c'est
je durcis un peu entre 0, 1, 2, 3, etc. Le 1 descend. Vous avez 85, 85, 80, 80 pour le 2. En global, plus qu'on descend, plus on sécurise. Plus qu'on monte, moins qu'on sécurise. Donc vous avez 90, 90 de base, donc vous pouvez aussi faire 100, 100. Et à 100, 100, on ne sécurise pas. On va dans l'autre sens. Donc franchement, moi, je conseille aux moniteurs de se renseigner un petit peu, de l'inclure dans vos formations pour le niveau 3 et le niveau 4, mais les apprentis sorciers qui commencent à chaque plongée, selon comment ils se sentent, de changer leur JF high, JF low. Et moi, franchement, côté pratico-pratique, n'y touchez pas trop. Voilà. Sauf, bien sûr, pour les profils 120 minutes à 120 mètres, les 60... On sort de la plongée loisir totale. On va couper cette question pour pouvoir faire les autres, parce qu'on n'y arrivera pas. Voilà, donc en tout cas, vous voyez arriver ces ordinateurs sur le marché. Je suis sûr que pour la plupart, vous avez des Sharewater au poignet. Voilà, nous, sachez que ça nous pose souci sur l'enseignement. La plupart de ces ordinateurs, on les a achetés. On n'a pas touché au gradient de factor. Ce sont des profils effectivement asymétriques quand ils sortent de la boîte. Donc voilà, il y a une réflexion à avoir là-dessus. On va avoir, nous, cette réflexion. Il faut, dans notre enseignement. Mais voilà, il faut y réfléchir parce qu'on est bien embêté aujourd'hui avec ces ordinateurs qui arrivent sur le marché et qui commencent les paliers assez profonds. Voilà, merci. Alors, une autre question sur le foramen ovale perméable. Près d'un tiers d'entre vous, là. C'est important de le savoir. Vous ne le savez pas, mais un tiers d'entre vous, là. Vous le savez, ça, plus ou moins, au fond de votre tête. Donc, je vais demander à Bruno de mieux parler des facteurs favorisant cette ouverture du foramen ovale spontanément perméable. À toi. Alors, d'abord, il n'est pas forcément... Oui, enfin, il y a deux cas de figure. Hein. Soit vous avez un trou complet, soit vous avez un clapet Jean-Berg du canard, en fait. Hein. Bon. Mais dans les deux cas, c'est le passage de bulle donc, du cœur droit vers le cœur gauche qui va être à l'origine de l'accident. Sur le plan physiologique, déjà, il faut que vous sachiez qu'il y a une augmentation de la pression du cœur droit du fait de la plongée par rapport à ce qu'il y a maintenant. Là. Et évidemment, dès lors que vous allez faire un effort à glotte fermée, par exemple, vous allez augmenter donc, ce qu'on appelle la pression veineuse centrale, vous allez augmenter la pression veineuse centrale, donc du cœur droit. Autrement dit, les bulles que vous avez dans votre cœur droit on va avoir plus de facilité, on va dire. Normalement, ce n'est jamais le cas, mais enfin, là, on va avoir la facilité de passer vers le cœur gauche et provoquer donc ces embolies gazeuses artérielles, soit cérébrales, soit labyrinthiques, soit voire cervicales haut, au niveau médulaire. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir de ça, facteurs favorisants qui vont ouvrir donc le foramen, et je dirais même qu'au-delà du foramen, c'est l'ensemble des chaînes de l'organisme, c'est-à-dire chaîne cardiaque, c'est le foramen perméable, mais vous avez également des chaînes pulmonaires. Des chaînes physiologiques oui, qui vont s'ouvrir toujours dans cette circonstance d'augmentation de la pression veineuse centrale. Donc, quelles sont-elles? Eh bien, je vais prendre des exemples enfin, en pratique, à l'immersion, remonter à l'échelle, les bouteilles dans le dos, pire encore avec les palmes aux pieds, c'est une entrave. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand vous allez remonter à l'échelle, vous attrapez l'échelle et vous tirez sur les bras, glotte fermée. Voilà l'exemple typique de ce qu'il ne faut pas faire parce que vous allez arriver sur le pont et là, hop, soit vous vous effondrez, soit vous êtes envahi. L'accident sera immédiat puisque c'est une embolie gazeuse artérielle. Alors, vous passez à travers, vous êtes le moniteur, vous remontez, vous êtes porteur du FOP, vous voulez remonter l'ancre parce que vous êtes un pauvre petit club qui n'a pas de gain d'eau, vous le remontez manuellement. Il a beau être dans 10 mètres d'eau, il faut tirer. Lorsque vous allez faire ce déhalage de la chaîne d'encre, vous allez faire un effort en isométrie, glotte fermée, donc pareil, augmentation de pression veineuse centrale. Ça s'est bien passé. C'est votre passager, enfin votre plongeur. La mer est houleuse. Il a le mal de mer. Très bien. On attend que tout le monde, donc il ne se sent pas très bien. On attend que tout le monde rejoigne le bateau. Et là, le temps que tout le monde arrive, que tout le monde soit des équipes, on est à peu près, on va dire, au-delà de la 30e minute par rapport à son immersion. Qu'est-ce qui se passe là? C'est qu'on le sait, le niveau de bulle que vous allez fabriquer, il est maximum, si je ne me trompe, entre 30 minutes et 1 heure par rapport à l'immersion. Vous sortez, il y en a déjà, hein, mais il est maximum entre 30 minutes et 1 heure. Des bulles audibles, c'est-à-dire des bulles qui ont un diamètre supérieur à 50 microns. Là, vous avez le mal de mer, vous vomissez.
avec cet effort abdominal pour extraire, d'accord, tout cela, c'est un effort en isométrie, un effort qui va augmenter la pression veineuse centrale. Donc vous voyez là, pendant cette phase qui est immédiatement consécutive à l'immersion, vous avez une multitude de circonstances qui peuvent ouvrir ces shunts et favoriser le passage de bulles et être à l'origine de ce type d'accident. Tout s'est bien passé jusqu'à maintenant, pas de problème, vous arrivez à terre, vous portez votre sac, vos bouteilles, allez, le sac d'un côté et la bouteille de l'autre. Pareil, si vous faites pour sortir votre bouteille, votre sac du bateau, vous le faites avec un effort avec glotte fermée, c'est pareil, encore une circonstance qui va ouvrir le shunt. Voilà. Donc vous avez là tout un ensemble, de façon générale, hein, dans un ensemble de circonstances, de façon générale, c'est ça qu'il faut retenir. C'est que votre ventilation doit être en permanence libre et qu'à aucun moment, je dirais dans l'heure, hein, on va dire dans l'heure, après je vais aller plus loin, mais au moins dans l'heure, vous ne devez pas avoir d'effort avec glotte fermée. Si on va plus loin, à partir du moment où les bulles audibles, on peut les entendre, on peut les détecter, donc d'un volume suffisant, on peut les détecter jusqu'à 3 heures après la sortie de l'eau. Ça veut dire que pendant ces 3 heures-là, vous ne devez pas faire d'efforts importants. Allez pas faire un match de tennis, par exemple, parce que là aussi, hormis le fait que vous allez exprimer toutes ces bulles qui sont stockées dans vos masses musculaires, là vous allez avoir donc un afflux massif de bulles au niveau cardiaque droit, avec risque de passage. Voilà. Pour compléter la réponse, le FOP. Le FOP, alors, le FOP aujourd'hui, donc c'est vraiment une préoccupation. Il faut savoir, encore une fois, 30% peut-être d'entre vous l'avez, ça s'est toujours très bien passé, puis un jour, peut-être que, pop, il va y avoir quelque chose. Hein. Moi, j'ai traité des moniteurs un peu âgés, qui disaient, comment c'est pas possible, ça fait 40 ans que je plonge, il m'est jamais rien arrivé. Oui, bah oui, mais aujourd'hui, il y a eu quelque chose qui a fait que les bulles sont passées, que vous faites votre accident. Voilà, bon. Donc, soyez prudents dans la pratique et tenez compte effectivement de tous ces facteurs favorisants. La fermeture, ou plus exactement, on va dire le dépistage en amont. C'est très difficile. Si on applique les recommandations de bonne pratique, le dépistage chez du tout venant, donc quelqu'un qui n'a jamais fait d'accident, il n'est pas recommandé. Bon, ça peut se discuter, mais c'est comme ça. Voilà. Il n'est pas recommandé, sauf que dans la vraie vie, là aussi, j'enfreins les règles, mais je les assume. Quand j'ai un plongeur loisir qui vient me dire « je veux savoir si j'ai un foramen ovale », il est dans une bonne démarche de prévention et je ne vois pas pourquoi je vais lui dire non. Donc on a des techniques qui ne sont pas forcément très invasives, comme autrefois il y avait l'échocardiographie transésophagienne, c'est le tube qu'on vous met dans l'œsophage, là, très désagréable, avec une petite anesthésie, parce que comme c'est désagréable, on vous endort. Sauf qu'on va se priver d'une partie de la qualité de l'examen, puisque vous n'allez pas forcément être en état de faire un Valsalva. Donc pour remplacer le Valsalva, on fait une compression abdominale. Sauf que le test, il n'est pas d'aussi bonne qualité, je veux dire, pour augmenter cette pression veineuse centrale. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on a maintenant la possibilité de faire des échocardiographies couleur transthoraciques, donc avec la sonde ici sur la peau, qui donnent de bons résultats. Mais c'est pareil, c'est quand même, malgré tout, ça reste encore opérateur dépendant. Et puis on a d'autres techniques qui ont une sensibilité dans le résultat, qui est équivalente à celle que l'on peut avoir avec ce qui est considéré comme étant le gold standard, qui est l'échocardiographie transésophagienne, qui s'appelle l'échodoppler transcrânien. C'est-à-dire qu'on va vous mettre ici la sonde, ici au niveau de l'artère qui passe au-dessus de la mandibule. Là. Voilà. Bon, avec évidemment une injection de microbules. Alors, ça donne de bons résultats. Je dis sensibilité équivalente à celle que l'on a avec une ETO. Voilà. C'est un examen qui va prendre une demi-heure, c'est pas compliqué. Voilà. Alors, je ne vois pas pourquoi on s'en priverait, mais c'est comme ça, ce n'est pas recommandé par la Haute Autorité de Santé. La fermeture, pareil. C'est toujours d'actualité, quand on regarde les recommandations de la Haute Autorité de Santé, il est dit que la fermeture d'un FOP n'est pas recommandée au titre d'une prévention secondaire de la survenue d'une récidive d'un accident de désaturation. Notre société savante est passée outre dans les dernières recommandations concernant l'aptitude de la plongée professionnelle, en disant que lorsque des méthodes de prévention, donc des restrictions de pratique en fait, ne pouvaient pas être mises en œuvre, on pouvait, à condition que le plongeur était informé des risques encourus, que son médecin du travail soit d'accord, et puis bien évidemment que ce plongeur-là soit d'accord, on pouvait le lui fermer. Voilà. Donc c'est une avancée, mais pour autant, la recommandation de l'HAS, c'est toujours la même, il n'y a pas de fermeture. Pour la plongée de loisir, ce n'est pas fondamental. L'activité de plongée n'est pas quelque chose de fondamental. Un professionnel, c'est son gagne-pain. En plongée de loisir, c'est autre chose. Donc,
bon, c'est toujours un sujet de débat, un sujet polémique. Voilà. Alors certains cardiologues, alors même qu'ils connaissent la règle, vont le fermer, c'est leur problème. Il leur arrive un problème, une complication de la fermeture, ils vont prendre cher. Mais normalement, ça ne se fait pas. Voilà. Oui, vas-y. Juste un tout petit commentaire supplémentaire. Aujourd'hui, après un accident, ce qui marche très bien, c'est la restriction une restriction raisonnable de la plongée pour faire moins de bulles, c'est-à-dire on va limiter la profondeur, on va limiter les successives, on va plonger au nitrox, etc. Ça marche très bien. Donc il n'y a pas de raison de l'appliquer en plongée de loisirs. Le seul cas où on ferme le FOP, et on le fait de plus en plus, c'est vrai, pour les professionnels, pour les militaires, c'est assez sécurisé aujourd'hui. C'est parce qu'ils ne peuvent pas appliquer de restriction de plongée. Donc à ce moment-là, on va fermer le FOP parce que sinon ils vont perdre leur métier. Voilà. C'était juste... Voilà. En tout cas, retenez une chose, et pour les moniteurs, transmettez-le, militez sur l'absence d'inspiration bloquée dès qu'on sort de l'eau. C'est-à-dire, vous montez à l'échelle, expirez. Vous soulevez votre sac, expirez. Vous sortez votre bloc pour faire le transfert du bateau sur le quai, expirez. Vous êtes agnolon pour remonter le parcours, vous pensez à expirer, à vous arrêter, à respirer et à nouveau pareil. C'est des choses importantes de transmission de messages au niveau, je dirais, de vos futurs élèves. On va passer à la question suivante. Donc Jean-Éric, je vais te poser une question. Alors elle est double. Il y en a une un peu plus importante, c'est le préconditionnement en plongée, avec la notion d'exercice physique, quelques heures avant la plongée. Et puis pour la partie humoristique, le chocolat noir, de façon très brève, puisque ça élimine les radicaux libres et le stress oxydant. Donc premier élément sur le préconditionnement. Ben merci pour cette question. Ça renvoie à la discussion sur les noyaux gazeux. Et donc la notion de préconditionnement, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire faire une intervention, une action avant la plongée dans le but de limiter l'impact du stresseur de la décompression. C'est-à-dire, voilà, je vais faire quelque chose avant la plongée dans le but d'avoir moins de bulles et moins de risque de faire un accident de décompression. Alors, ces histoires de préconditionnement, ça a démarré surtout dans les années 2000 avec les Norvégiens, avec Alf Brubach, qui a voulu démontrer quelque chose qu'on savait déjà, mais il a voulu démontrer sur l'animal, sur le rat, que l'entraînement physique, aérobie, ça protégeait contre l'accident de décompression. Donc, il a entraîné des rats à faire du sport. Dans cette manip-là, il avait un protocole où il faisait un exercice unique 24 heures avant une plongée assez agressive en caisson. Et il pensait que cette plongée 24 heures avant, isolée, sans entraînement, allait générer plus d'accidents. Et là, résultat étonnant, qui n'était pas du tout attendu. On parle un peu de sérendipité aujourd'hui quand ce n'est pas attendu. Et donc, il a trouvé l'effet inverse, un effet protecteur. Au même titre que l'entraînement régulier et chronique, il s'est aperçu qu'un exercice isolé, physique, assez intensif, 24 heures avant une plongée assez violente, eh bien, ça protégeait contre l'accident de décompression. Et donc c'est parti de là, toutes ces études sur le préconditionnement. Alors nous, chez les militaires français, on a voulu vérifier parce que du préconditionnement comme ça, on en fait depuis 50 ans. Les militaires, avant d'aller plonger, ils font du sport, ils vont faire un footing, ils vont faire une activité physique et puis ensuite ils vont plonger. Et donc on voulait savoir, est-ce que c'est dangereux, est-ce que c'est bénéfique? Donc on a lancé toute une série de manips à cette époque-là, dans les années 2005 à 2010. Et effectivement, on a retrouvé les mêmes résultats que les Norvégiens sur l'animal. Nous, on l'a montré chez l'homme, un exercice physique de type aérobie, de l'ordre modéré, 60-70% du VO2 max, eh bien, c'est un effet protecteur. On fait moins de bulles après. Donc voilà, et donc effectivement, c'était tout à fait bénéfique. Et à partir de là, il y a eu beaucoup d'autres propositions, notamment avec les collègues belges aussi, qui ont beaucoup travaillé sur le préconditionnement, pour savoir si d'autres modalités d'intervention, l'exercice physique c'est bien, mais c'est pas facile forcément d'en faire. Donc ils ont testé, alors c'était un peu plus originaux chez les Belges, ils ont testé les vibrations avec un matelas vibrant. Ils ont testé le trampoline, faire un peu des choses comme ça. Alors nous, au niveau militaire, on a testé la préhydratation, donc effet très bénéfique de la préhydratation. On a testé la préoxygénation, prendre de l'oxygène avant la plongée, aussi comme un peu les pilotes, ça protège. On a testé le sauna. On voulait savoir si la chaleur, si l'exposition à la chaleur, on peut se trouver dans des conditions thermiques très très importantes. Eh bien, on avait fait donc un petit test de 30 minutes en sauna avant la plongée. Eh bien, effectivement, ça protège aussi contre la décompression. Donc, on a tout un panel d'interventions
interventions possibles pour protéger, pour sécuriser une plongée qui pourrait être un petit peu agressive. Voilà. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'il faut généraliser ces actions de préconditionnement? Là, je suis beaucoup plus réservé. Mais voilà, tout au moins chez le militaire, ça se fait, l'exercice physique se fait toujours. On conseille de bien boire après l'exercice physique. Il peut faire son exercice physique en ambiance chaude, il n'y a pas de problème. Voilà, maintenant, on n'a pas mis des trampolines ou des matelas vibrants sur tous les bateaux militaires, hein, je vous rassure. Voilà. Alors maintenant, les interventions médicamenteuses ou l'ingestion de médicaments, de pilules pour la décompression, alors il y a beaucoup de choses qui ont été testées avec des résultats contradictoires. Les statines, les médicaments anticholestérol, sur l'animal ça marche, chez l'homme ça ne réduit pas les bulles. Le chocolat, ça marche dans le sens où ça va diminuer le stress oxydant, mais ça ne va pas diminuer les bulles. La vitamine C, la vitamine E, c'est pareil, vous allez diminuer votre stress oxydant, mais vous n'allez pas avoir d'action, d'impact sur les bulles circulantes. Voilà, donc aujourd'hui, oui, bien sûr, vous pouvez prendre du chocolat, mais je ne suis pas certain qu'il y ait un effet documenté sur l'accident de décompression. Le chocolat noir, hein. Donc, bientôt, sur chaque bateau de plongée, au niveau d'un club, il y aura un trampoline. D'accord, ça, c'est acté maintenant. On va subventionner donc les clubs, c'est un des rôles de la fédération. Merci d'avoir abordé ces aspects sur justement le préconditionnement vis-à-vis des noyaux gazeux. Je vais laisser Greg poser une question à chacun d'entre vous, mais il va être très rapide. Hein. Alors, j'ai une dernière question qui est la même pour tous. Donnez-nous une solution, dans la mesure du possible, hein, une solution au futur pour améliorer la décompression en plongée profonde, c'est-à-dire en plongée à plus de 40 mètres. Hein, voilà, de manière courte et efficace. Merci. Ok, moi je commence. C'est surtout pas dans les modèles de décompression. Aujourd'hui, si Aldan revenait sur Terre en disant « j'ai bien observé ce qui s'est passé pendant les 100 dernières années, j'ai un modèle avec des bulles artérielles », personne ne l'écouterait. Je n'ai ni Mares, ni Scuba Pro ne s'intéresserait à lui. Donc par contre, on a toujours notre modèle Bullman pour l'éternité et nos gradient facteurs. Donc la solution, à mon avis, maintenant, c'est ChatGPT, qui, en fonction de l'expérience de Greg, que tu auras mis dans la base de données, des publications scientifiques qui sont accessibles, tout ça, on ira le matin, je suis vieux, je suis moche, je suis flasque, je suis mou, je suis gros, mais je veux plonger au Rascouille, et tu auras la réponse 20-80 ou quelque chose comme ça. C'est comme ça que je vois le futur. Merci. Alors moi, je vais être très bref. Hein. Améliorer la décompression, pour moi, c'est améliorer la désaturation. Alors, il n'y a pas 136 solutions, moins d'azote. Donc, en fonction des pressions partielles concernées, enfin autorisées, mélange suroxygéné. Et puis, si on ne peut pas, c'est mieux encore, l'O2 au palier. Merci. Les 3 piliers de la sagesse. Le premier pilier de la sagesse, c'est d'aller voir son médecin. C'est indispensable d'aller voir son médecin, de faire une visite médicale et d'un médecin qui connaisse la plongée. Parce qu'on peut avoir des comorbidités, des problèmes médicaux qui vont contre-indiquer la pratique de la plongée profonde. Aujourd'hui, nous, ça cartonne beaucoup dans la région de Toulon sur la plongée profonde et avec un âge du plongeur qui augmente. Donc voilà, moi je recommande très fortement aller voir un médecin, mais un médecin qui s'y connaît dans le domaine de la médecine de la plongée. C'est fondamental. Deuxième pilier, on en a parlé, eh bien, il va falloir adapter son organisme, c'est-à-dire vous n'allez pas faire d'emblée une plongée profonde, il va falloir vous acclimater, et ça c'est fondamental. Et l'acclimatement, il est encore mieux si vous faites de l'exercice physique, on l'a vu, exercice physique en permanence, voilà, toute l'année, c'est très important. Et troisième pilier, donc je ne reviens pas sur ce qu'a dit Bruno, hein, qui est aussi très important. Troisième pilier, c'est le feedback, le retour, le ressenti après les plongées. Donc votre état, comment vous avez ressenti la plongée? Est-ce que vous êtes fatigué? Est-ce que vous avez eu un stress psychologique? Est-ce que émotionnellement, comment vous êtes? Et vous pouvez améliorer ça aussi. Aujourd'hui, c'est des outils qui sont disponibles dans le commerce. Il y a vous pouvez faire de la mesure de bulles, voir comment ça s'est passé et voir si effectivement vous avez bien toléré cette plongée profonde, si vous pouvez en refaire, etc. Donc voilà, le feedback, c'est extrêmement important aussi, je pense. Merci. Bon, très bref, plongée profonde de l'air, palier O2. Et puis, je rappelle que le vin rouge est un antioxydant aussi. Merci à nos experts. Je vous laisse les applaudir très fort. L'Assemblée générale recommence à 14h dans cette salle.